Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et à chacun, puisque vous êtes pour la plupart devant votre ordinateur, à votre domicile ou dans votre bureau. Alors vous êtes environ 500 à vous être inscrits pour participer à cet après-midi. Nous sommes ici dans une salle de la faculté d'éducation, une quinzaine de personnes. Alors dans le respect absolu, bien sûr, à la fois de la distanciation physique et non pas sociale, et des gestes protecteurs plutôt que barrières. Donc nous respectons cela puisque nous sommes en pleine crise sanitaire. Nous vivons ensemble cette crise sanitaire. Elle est difficile pour toutes et tous, pour chacune et pour chacun. Et elle nous apprend plus que jamais à la fois notre fragilité, mais aussi notre solidarité. Nous voyons bien à quel point cette solidarité, comme me le disait et me l'a souvent dit quelqu'un qui m'a beaucoup appris, Albert Jacquard, cette solidarité n'est pas d'abord une valeur, c'est d'abord un fait. Nous sommes solidaires, que nous le voulions ou non. Chacun d'entre nous, dans tout ce que nous faisons, eh bien, nous agissons sur le monde et rien de ce que nous faisons n'est indifférent au monde qui nous entoure. Cette solidarité, nous la vivons plus que jamais à l'occasion de cette pandémie et nous pouvons l'activer pour le meilleur ou la désactiver pour le pire. Alors nous allons tenter de l'activer aujourd'hui pour le meilleur ensemble. Fragilité, solidarité, un troisième mot peut-être, inventivité. Et là, je voudrais saluer toute l'équipe de la faculté d'éducation et des CMEA qui ont travaillé à la conception de cet après-midi parce que ils ont fait preuve d'une inventivité considérable. Nous voulions en effet, comme cela vous a été dit il y a un instant, mettre en cohérence le dire et le faire, nos objectifs, nos méthodes avec le contenu de notre message et créer, malgré les difficultés sanitaires et malgré l'éloignement physique, créer une interaction maximale entre toutes et tous et travailler ensemble plutôt que d'écouter ensemble une conférence. Alors il y aura plusieurs moments dans cette conférence où vous aurez à intervenir. Alors techniquement, je vous demande pour ceux et celles qui sont chez eux devant leur ordinateur de bien vouloir ouvrir la colonne discussion de telle manière à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de consignes qui vous seront données au fur et à mesure de la conférence et qui vous permettront d'intervenir. On vous précisera au fur et à mesure comment. Voilà pour ces quelques propos liminaires. Alors, je vais maintenant démarrer notre travail commun, bien sûr. Alors, j'espère que ça va marcher et je vois que... Voilà, nous rentrons donc, si vous voulez bien, ensemble dans le vif du sujet. Former nos enfants à une démocratie solidaire, ce que peuvent les parents, l'école et l'éducation populaire. Nous avons voulu, avec les organisateurs, associer ces trois composantes essentielles dans le développement et l'éducation des enfants et des adolescents. Nous l'avons voulu parce que nous considérons que la coéducation qui existe dans la loi depuis 1989 est une réalité. Là aussi, comme la solidarité, c'est une réalité que nous le voulions ou non. Les enfants sont des êtres singuliers et on ne peut pas les couper en tranches. C'est le même enfant qui va vivre dans sa famille, aller à l'école, pratiquer un sport ou dans une association bénéficier de soutien scolaire. C'est le même enfant et c'est le même enfant que nous voulons accompagner ensemble pour une éducation à la fois plus émancipatrice et une pédagogie plus solidaire. J'en profite puisque je viens d'employer cette expression de pédagogie solidaire pour saluer mon collègue Sylvain Vagnon qui est dans la salle ici et qui a écrit sur ce thème un magnifique petit ouvrage et qui, je crois, aura la possibilité de s'adresser à vous dans le cadre d'une de ces conférences bientôt.
Alors nous sommes ici trois partenaires de l'éducation, les parents, l'école et ce que l'on appelle parfois les tiers-lieux. Une complémentarité nécessaire sur laquelle je ne m'attarderai pas, mais quelques mots simplement pour en préciser les contours. Les parents, parce qu'il n'y a pas d'enfants sans parents et que les parents assurent une mission éducative fondatrice qui est celle de la filiation. Ils mettent l'enfant au monde et ils présentent à la fois le monde à l'enfant et l'enfant au monde. Ils permettent à l'enfant d'accéder à ces gestes premiers qui lui permettront de survivre. Ils lui donnent aussi la possibilité de découvrir que le monde n'est pas entièrement à son service, que ses caprices ne font pas la loi, qu'il faut parfois attendre, et que ce n'est pas parce qu'on attend sa mère ou son père qu'ils ne sont pas là à la minute où on voudrait qu'ils soient là, qu'ils ne nous aiment plus. Ces parents qui doivent apprendre ainsi à leurs enfants un peu de cette frustration dont les psychiatres, les psychanalystes nous disent qu'elle est indispensable pour pouvoir grandir d'une manière équilibrée, grandir d'autant plus que cette frustration s'accompagne d'une perspective, qui est la perspective du retour, la perspective des retrouvailles, la perspective du bonheur d'être ensemble. Conjuguer l'apprentissage de l'attente avec le bonheur d'être ensemble, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Ça crée à la fois un cadre sécure, comme disent les psychiatres pour l'enfant, en même temps que ça lui permet d'accéder progressivement à la pensée. L'école. Eh bien, l'école, bien sûr, c'est un lieu pour apprendre, on le dit suffisamment. C'est aussi également, et pour ma part de la même manière, un lieu pour apprendre ensemble. Et apprendre à apprendre ensemble. Apprendre à apprendre des autres. Apprendre à partager les mêmes savoirs en se respectant comme des individus singuliers. Qu'est-ce qu'une classe, si ce n'est précisément des enfants qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui ont parfois eu des accidents dans la vie et qui se retrouvent avec leur singularité pour partager des savoirs communs. Partager des savoirs communs qui les réunissent et qui leur permettent déjà de faire un petit peu société. L'école, à cet égard, est quelque chose d'absolument fondamental pour le développement de l'enfant. C'est le pari de la République. C'était le pari de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson. C'est toujours notre pari aujourd'hui. L'école, c'est le lieu aussi où l'enfant apprend à agrandir le cercle autour de lui. Il n'est plus simplement le petit enfant dans sa famille. Il est celui qui découvre que les autres enfants ont d'autres familles, que dans ces autres familles, on ne fait pas pareil que chez lui, que au-delà de sa famille, au-delà des familles qu'il connaît, il y a le quartier, il y a la ville, il y a le pays, il y a le monde, il y a d'autres langages que celui qui parle, d'autres réalités que celles qu'il connaît. Et l'école va agrandir ainsi le cercle des solidarités. De la solidarité intrafamiliale nécessaire, il va passer à la solidarité de la classe et au-delà de la classe, à la solidarité avec la planète, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, apprendre aussi à l'école cette solidarité avec la planète. Et donc, la famille, le lieu de la filiation, l'école, le lieu de la transmission, où l'on agrandit en permanence le cercle, et aussi les tiers-lieux, ces lieux qui sont parfois totalement informels, non formels, ces groupes d'enfants qui se réunissent parfois au bas de l'immeuble pour jouer au ballon. Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Ces enfants qui se réunissent dans la MJC, le centre social, ces enfants qui partent en vacances ensemble, ces enfants qui parcourent ensemble un terrain d'aventure, ces enfants qui ont fait des choix et qui vont prendre des responsabilités dans des collectifs. Faire des choix et prendre des responsabilités dans des collectifs, c'est essentiel aussi pour le développement de l'enfant. C'est le troisième élément de ce trépied éducatif fondamental, filiation, transmission, responsabilisation. Alors bien sûr, dans les trois lieux, on fait les trois, mais chacun des trois a une mission particulière, une mission spécifique, et c'est la complémentarité de ces trois missions qui fait, je crois, une véritable éducation, évidemment dans le respect des rôles spécifiques de chacun. Il ne s'agit pas de se marcher sur les pieds,
mais bien de former ensemble un même citoyen et de lui enseigner les mêmes fondamentaux. Alors, je viens de prononcer un terme que vous voyez sur votre écran entre guillemets, le terme de fondamentaux. Je voudrais tout de suite le préciser, parce que ce terme fait débat. Aujourd'hui, les fondamentaux, c'est pour certains simplement lire, écrire et compter. Mais rappelons-nous, et certains l'ont peut-être déjà lu, essayons de nous rappeler ce que disait Jules Ferry lui-même au Congrès pédagogique des instituteurs de France du 19 avril 1881. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, c'est avant même le vote des grandes lois scolaires 1882-1883. Que disait Jules Ferry? Les leçons de choses, alors on dirait aujourd'hui l'enseignement des sciences, l'expérimentation. L'enseignement du dessin, on dirait aujourd'hui les arts plastiques, mais plus largement l'expression artistique. Les notions d'histoire naturelle, les sciences et vie de la Terre, la biologie, etc. Les musées scolaires. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jules Ferry, chaque école devait avoir son petit musée scolaire. C'était une petite salle qui se trouvait à côté des salles de classe, dans laquelle les enfants exposaient à la fois un certain nombre de leurs chefs-d'œuvre. Alors c'était un herbier, c'était une exposition sur les roches, c'était une enquête sur les métiers de l'environnement, c'était des dessins. Et ce petit musée scolaire que chaque école devait avoir était un lieu qui était à la fois le lieu que les enfants considéraient comme un peu le coffre à trésors, mais c'était aussi le lieu d'interface avec les familles, parce que les parents étaient accueillis dans ce musée scolaire et ils découvraient ce que leurs enfants apprenaient à l'école et ce que leurs enfants faisaient à l'école. Donc Jules Ferry nous dit les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, la gymnastique. Alors on dirait aujourd'hui bien sûr l'éducation physique et sportive, les promenades scolaires, bien sûr les sorties, l'école dans la nature, mais aussi le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école. Parce que, figurez-vous, à l'époque, il y avait aussi toujours pratiquement un petit atelier à côté de l'école où l'enfant apprenait à réparer des chaises, des tables, à faire un peu de menuiserie. Il travaillait à la fois avec le maître, mais aussi souvent avec des parents, des artisans. Et on y pratiquait un travail manuel, non pas artificiel, mais complètement articulé sur la vie quotidienne de cet enfant. Et puis à côté de l'atelier, bien sûr, le chant, la musique chorale. Alors s'interroge Jules Ferry, pourquoi tous ces accessoires? Il s'adresse aux instituteurs de l'époque et il leur dit parce qu'ils sont à nos yeux la chose principale. Parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale. Alors le mot libéral ici veut dire d'éducation à la liberté. Telle est, disait Jules Ferry, la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel et l'école de la République. L'école de la République est celle qui précisément ne s'en tient pas à une vision des fondamentaux qui seraient étriqués, qui seraient des savoir-faire standardisés, reproductibles et évaluables de manière strictement quantitative. L'école de la République, c'est une école qui vise le développement complet de la personne, mais aussi l'interaction avec la famille, l'interaction avec le territoire, à travers le musée, à travers l'atelier, à travers tout cela. L'école de la République, c'est cela, nous dit Jules Ferry, et c'est cela qui en constitue le fondamental plutôt que les fondamentaux. Et c'est Ferdinand Buisson, en 1884, donc 3 années plus tard, qui reprend dans son fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, il vient d'être réédité il y a peu de temps dans les éditions Bouquins. Il y a là les principaux articles et ils sont toujours fabuleusement d'actualité, que ce soit l'article lecture, que ce soit l'article attention, vous y trouverez là des idées formidablement intelligentes. Eh bien, Ferdinand Buisson, dans l'article Instruction primaire, écrit ceci. L'instruction primaire, telle que l'a définie la loi du 28 mars 1882, la fameuse loi laïque sur l'instruction gratuite, l'école gratuite, n'est plus cet enseignement rudimentaire de la lecture, de l'écriture et du calcul que la charité des classes privilégiées offrait aux classes déshéritées. Alors, vous voyez, il y a même un lapsus calami sur un lapsus de plume sur mon diaporama, puisqu'il y a écrit casse déshéritée, je crois, au lieu de classe déshéritée. Alors, on pourrait
évidemment interpréter ce lapsus calami. C'est une instruction nationale, dit Ferdinand Buisson, embrassant l'ensemble des connaissances humaines, l'éducation tout entière, physique, morale et intellectuelle. C'est le fondement sur lequel reposera désormais l'édifice tout entier de la culture humaine. Nous ne sommes encore aujourd'hui qu'au début et bien des obstacles se dressent devant l'œuvre commencée, mais la démocratie moderne a pris conscience d'elle-même, elle sait que c'est la condition de son avenir. Alors cette citation de Ferdinand Buisson est à la fois belle et importante. Elle est belle parce qu'elle récuse une conception minimaliste, charitable, dit Ferdinand Buisson, de l'éducation, où on concéderait pour les plus pauvres de leur apprendre quelques savoir-faire standardisés. Et c'est aussi une citation ambitieuse parce qu'elle relie délibérément, et c'est l'objet de notre travail aujourd'hui, l'éducation globale de l'enfant telle que Ferdinand Buisson l'a décrit, l'instruction nationale embrassant l'ensemble des connaissances humaines. Elle relie directement cette éducation globale avec la construction d'une démocratie moderne. Ferdinand Buisson est un des premiers à nous avoir dit que la condition de la démocratie, ce n'est pas simplement l'existence d'institutions démocratiques, c'était l'éducation à la démocratie pour que ces institutions soient réellement habitées. Voilà pour mon introduction et tout de suite je vous présente les 3 temps de la démarche que nous allons suivre ensemble cet après-midi. Un premier temps d'abord, vous allez être mis à contribution où nous nous demanderons ensemble qu'est-ce qui menace aujourd'hui nos démocraties du point de vue éducatif. Quelles sont les principales menaces? Un deuxième temps sur lequel nous nous demanderons sur quoi fonder l'éducation pour former nos enfants à la démocratie aujourd'hui et pour demain. Et un troisième temps très précis, très concret, avec des témoignages de gens qui sont dans la salle, mais aussi avec vos témoignages de vous qui êtes derrière votre écran, où on se demandera ensemble ce que peuvent faire concrètement les différents acteurs de l'éducation pour former nos enfants à la démocratie. Les dangers auxquels nous avons à faire face aujourd'hui, les menaces, les défis que nous avons à relever, les principes sur lesquels nous pouvons nous appuyer et concrètement les pistes d'action qu'il nous faut explorer, qui sont déjà mises en œuvre et que nous allons poursuivre dans la suite de ce travail. 3 temps donc dans cette démarche commune. Premier temps, qu'est-ce qui menace nos démocraties aujourd'hui du point de vue éducatif? Et nous allons tout de suite passer au premier exercice. Pardon, je remonte. Bon, peu importe. Au premier exercice qui va constituer pour vous, alors vous allez trouver le lien dans la petite colonne discussion, qui va constituer pour vous, en moins d'1 minute, à écrire 3 mots. Vous allez chacun derrière votre écran écrire 3 mots qui identifient pour vous les menaces qui vous préoccupent le plus, du point de vue éducatif et au regard de l'évolution de nos démocraties. Pratiquement instantanément, un logiciel va travailler sur ces mots et vous aurez en direct le résultat de ce que vous avez vous-même écrit qui va apparaître sous forme d'un nuage. Donc vous avez un peu moins d'1 minute, 3 mots, alors si certains en mettent 2 et d'autres 4, ce n'est pas catastrophique. Vous avez le lien, il faut vous connecter avec le lien qui apparaît dans la colonne discussion. Ce lien vous permet d'écrire les 3 mots. Je pense que pour la plupart d'entre vous derrière votre écran, c'est quasiment déjà fait. Je me tourne vers Louisa. Est-ce que les mots commencent à arriver? Ils arrivent. Donc, restez patient encore un instant. Vous allez voir ce que vous êtes en train, vous, d'exprimer. Quelles sont vos inquiétudes? Quels sont, de votre point de vue, les problèmes que notre démocratie a à affronter aujourd'hui? Voilà le nuage de mots qui est pratiquement constitué. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Il est carrément maintenant sous vos yeux. Et sous vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, alors le nuage continue à s'enrichir au fur et à mesure que vous mettez un certain nombre de mots sur votre ordinateur. Nous avons au centre un mot
qui évidemment est le mot qui apparaît le plus. Alors, vous connaissez le principe du nuage de mots, hein. Plus les mots apparaissent de nombreuses fois, plus ils sont gros et au centre. Et moins ils apparaissent, plus ils sont éloignés du centre. Alors au centre, nous voyons le mot individualisme, et autour d'individualisme, nous voyons peur, ignorance, intolérance, un peu plus petit, Internet, communautarisme, isolement, complotisme, compétition, violence, égoïsme, médias, réseaux sociaux, inégalité, obscurantisme, populisme, extrémisme, désinformation, fondamentalisme. Alors voilà, en quelques instants, sous nos yeux, vient d'apparaître ce qui aujourd'hui vous préoccupe, vous qui êtes là. Voilà. La collecte de mots, le nuage de mots et une mise en perspective rapide. Alors, vous l'imaginez bien, j'avais un tout petit peu anticipé les mots qui apparaîtraient. Il confirme très largement les images que je m'étais faites. Et je voudrais reprendre en quelques idées simples ce qui aujourd'hui, me semble-t-il, représente les défis essentiels à relever par notre éducation. Pas seulement par l'éducation, mais aussi par notre éducation. Premier défi, la montée, et c'était ce qui apparaissait en plus gros au centre du nuage, la montée de l'individualisme. Et on parle, c'est les sociologues qui emploient cette expression, d'individualisme social, pour désigner le fait que ce n'est pas un individualisme dont chacun serait responsable à titre personnel, c'est un individualisme qui s'est inscrit progressivement dans le fonctionnement de la société. C'est un effet système. L'individualisme n'est plus aujourd'hui un défaut que l'on peut attribuer à quelqu'un en disant « il est individualiste ». L'individualisme est quasiment devenu un mode de fonctionnement. Alors, individualisme social, un philosophe, historien comme Marcel Gauchet, nous montre bien que cet individualisme social est apparu globalement avec l'effondrement des grands systèmes religieux traditionnels de nos sociétés occidentales, avec globalement l'effondrement du christianisme dans les années 1960, 1980, 90. En 30 ans, on est passé d'une pratique religieuse massive à une pratique religieuse quasiment marginale. Et avec des événements sociétaux absolument considérables, comme la contraception par exemple, qui ont bouleversé radicalement les rapports sociaux et les rapports entre hommes et femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'individualisme social? Ça veut dire que ma grand-mère, qui habitait pas très loin d'ici, à Alès, dans le Gard, n'avait pas à choisir. Elle n'a jamais choisi réellement dans sa vie. Elle n'a pas choisi globalement le type d'études qu'elle voulait faire, mais elle n'a pas choisi non plus sa profession. Elle n'a pratiquement pas choisi son mari, elle n'a pas choisi sa religion, elle n'a quasiment jamais choisi pour qui elle allait voter. Elle a toujours voté comme son entourage lui disait plus ou moins de voter. Elle était portée par une sorte de courant social qui fait que le choix individuel n'était pas quelque chose qui lui paraissait essentiel, important. Aujourd'hui, bien sûr, personne n'accepterait cela. Vous exigez de choisir votre conjoint, votre conjointe, vous exigez de choisir légitimement votre profession, vous exigez de choisir la chaîne de télévision que vous allez regarder, vous exigez de choisir vos loisirs, c'est-à-dire que vous exigez d'être un sujet, d'être un jeu, d'être un individu et de ne pas être simplement au milieu d'un ensemble, un parmi d'autres, à qui les choix sont très largement imposés. Alors c'est un progrès, bien sûr, et nous le vivons comme un progrès. En même temps, c'est aussi générateur de difficultés dès lors que cela devient un système complet, parce que les institutions sont à ce moment-là soupçonnées. Soupçonnées de quoi? Eh bien, de ne pas faire ce qui serait le mieux pour chacun des individus. Moi, quand je suis rentré à l'école, ma famille était une famille traditionnelle, plutôt d'extrême droite. On m'a confié à un instituteur communiste, mais mon père m'a installé dans la classe comme aujourd'hui, je m'installais à Yes, parce que c'est plus le cas depuis quelques semaines, dans un avion.
c'est-à-dire en bouclant la ceinture de sécurité. À aucun moment, mon père, ni a fortiori moi, n'avons été tentés d'aller toquer à la porte du pilote pour lui expliquer qu'il devait tourner sur l'aile ou mettre les gaz ou aller plutôt à droite, plutôt à gauche, monter ou descendre. On faisait totalement confiance au pilote. Il pouvait y avoir des désaccords idéologiques absolus, radicaux, mais quand mon instituteur me punissait, mon père doublait la punition. Peu importe les désaccords idéologiques. La solidarité autour de l'institution était totale. C'était vrai pour l'école, c'était vrai pour d'autres grandes institutions. C'était vrai pour la médecine, c'était vrai pour le fisc, c'était vrai pour l'ensemble des grandes institutions de la société. Aujourd'hui, eh bien, nous n'en sommes plus tout à fait là. Aujourd'hui, ceux et celles qui ont une expérience de l'enseignement savent peut-être que on n'installe plus les enfants dans la classe comme jadis en les assoyant sur une chaise et en s'interdisant d'aller dire un mot au pilote. Aujourd'hui, on est un peu à l'affût. On se demande si oui ou non l'institution va bien traiter mon enfant comme il faut. Est-ce qu'il sera bien puni à bon escient? Est-ce qu'il a la bonne méthode d'apprentissage de la lecture? Est-ce que la division arrivera pas trop tôt ou trop tard? Et puis je m'inquiète un peu, et puis j'interroge aussi mes amis pour savoir ce qui se passe avec leurs enfants, et puis si j'ai des moyens, j'essaye d'obtenir des informations. Tout cela, c'est le corollaire de la montée de l'individualisme social, c'est-à-dire de cette perte de confiance à l'égard des institutions dont nous ne sommes plus persuadés qu'elles sont liées consubstantiellement au bien commun et dont nous pensons qu'elles pourraient ne pas servir nos intérêts individuels. Cet individualisme-là, il a des conséquences très graves. Il a été nécessaire et il a permis une libération, une émancipation formidable à un moment donné de la société. Personne ne voudrait revenir à ce qui se passait à l'époque de ma grand-mère. Mais nous voyons bien aujourd'hui qu'érigé en système, cet individualisme devient préoccupant parce que on ne voit plus se dessiner ce qui pourrait être l'intérêt collectif et le bien commun. En tout cas, on n'imagine plus très bien ce qui pourrait nous permettre de renoncer à notre intérêt individuel parce que nous le reconnaîtrions comme étant un intérêt supérieur à notre intérêt individuel, comme étant un bien commun préférable à nos intérêts individuels. C'est pour cela qu'il m'arrive souvent de dire que la démocratie a fait probablement la première moitié du chemin. La moitié qui consistait à s'émanciper des tutelles de ces théocraties qui nous imposaient nos choix, mais qu'il nous faut faire maintenant la deuxième moitié du chemin. C'est-à-dire, maintenant que nous n'obéissons plus à des ordres venus d'en haut, venus du contexte, il nous faut pouvoir nous réunir ensemble pour construire, comme le disait Rousseau, le pacte social qui nous permettra pas simplement de vivre ensemble, parce qu'on peut vivre ensemble lobotomisé, sous la coupe d'un gourou charismatique, ou on peut vivre ensemble complètement indifférents les uns aux autres, chacun derrière son écran. Vivre ensemble, c'est relativement facile, surtout s'il y a une bonne police et si on fait bien peur aux gens. Mais faire ensemble société, c'est un peu plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué que monte aujourd'hui, c'est le deuxième point que vous voyez écrit sur l'écran, cette attraction de l'entre-soi, ce refus de l'altérité, cette montée des ghettos dont parlent les sociologues, les ghettos qui ne sont pas simplement les ghettos de pauvres, qui peuvent être les ghettos de riches, les ghettos de ceci, les ghettos de cela, qui fait que nous avons peur de nous confronter à celui qui est différent, qui pense autrement, qui agit autrement, qui a d'autres références que nous. Cette attraction de l'entre-soi et ce refus de l'altérité traverse nos sociétés et menace effectivement nos démocraties. Troisième élément, l'évolution du statut de l'enfant dans les configurations familiales et sociales. Là aussi, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la contraception a complètement bouleversé les choses. Aujourd'hui, comme le dit le démographe Paul Lyonnais, l'immense majorité, et c'est heureux, et nous nous en réjouissons tous, l'immense majorité des enfants qui naissent en France sont des enfants désirés. Et c'est formidable. Et c'est formidable. Sauf que des enfants désirés,
ça inverse un petit peu le rapport familial traditionnel. En général, à l'époque de ma grand-mère, puisque c'est la référence que je me suis donnée ce soir, les parents étaient faits pour faire le bonheur des enfants. Avec les enfants désirés, c'est plutôt les enfants qui sont faits pour faire le bonheur des parents. Avec les enfants désirés, on met tous ses espoirs dans l'enfant et puis on attend de lui des prouesses, qu'il soit un génie, qui réussisse formidablement dans la vie, parce que on le désire, on le veut, on veut son bonheur, et cela va parfois, loin de créer des solidarités, accentuer les compétitions, accentuer les concurrences individuelles. Le statut de l'enfant a changé, les configurations familiales ont changé, et l'enfant l'a compris, il l'a appris. Il a appris, par exemple, très vite, comment il pouvait obtenir satisfaction en créant de la surenchère entre ses parents, en créant de la surenchère entre son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, son oncle, sa tante, son voisin. « Ah, tu veux pas me donner ça? Je vais aller te demander à l'autre, tiens. » Et puis l'autre, il veut pas. « Moi, je vends mon amour. » Et la publicité lui dit à l'enfant, d'une manière tout à fait « Vends ton amour, mon petit. Donne ton amour à celui qui te gâtera le plus. » Et voilà quelque chose que vous vivez, vous, enseignants dans les classes, parce que vous avez en face de vous des enfants dont le narcissisme initial ou l'égocentrisme enfantin, comme disent les psychologues et les psychanalystes, n'est pas pris à rebrousse-poil par l'éducation, mais est activé, suractivé par la machinerie publicitaire et commerciale qui susurre en permanence à son oreille, à l'oreille de nos enfants, « Fais ton caprice, mon petit, ça fera marcher le commerce. » Et en plus, tu obtiendras tout ce que tu veux si tu sais suffisamment mettre les adultes en concurrence entre eux, puisque les adultes veulent ton amour et que c'est toi qui peux le leur donner. Et donc, nous héritons en classe de ces enfants-là. Ces enfants sont différents des enfants qui avaient été élevés dans d'autres configurations familiales avec un autre environnement. Ces enfants ont vécu dans ce que mon collègue Bernard Stiegler, qui nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt cet été, appelait la montée du capitalisme pulsionnel. Bernard Stiegler disait il y a eu 3 étapes du capitalisme. Capitalisme industriel, c'est Zola. Capitalisme financier, c'est la surchauffe des marchés monétaires, ça marche encore, même en crise de pandémie. Le capitalisme pulsionnel, c'est un capitalisme qui, pour faire marcher le commerce, invite en permanence les gens à satisfaire leurs pulsions. C'est-à-dire à ne pas s'interroger sur la légitimité de ce qu'ils veulent, ce qui est le propre de l'humaine condition, disait Montaigne, mais à vouloir et à exiger d'avoir tout ce qu'ils désirent. Et j'hésite à employer le mot désir, tant le mot désir est ici, à mon avis, malvenu. Parce que le vrai désir, comme le disait René Char, c'est celui qui ne s'éteint pas quand il est satisfait. René Char disait, à propos du poème, le poème est l'amour du désir demeuré désir. Le vrai désir, le désir d'apprendre, le désir de l'être aimé, sont des désirs qui ne s'éteignent pas quand ils sont satisfaits. L'amour ne s'éteint pas avec la satisfaction de la pulsion sexuelle. Le désir d'apprendre ne s'éteint pas avec le fait de connaître ses tables de multiplication. Au contraire, chaque fois qu'un acte est issu de mon désir, il accroît mon désir. En revanche, quand je satisfais ma pulsion, je reviens à l'électroencéphalogramme plat. Pulsion, satisfaction, retour à l'électroencéphalogramme plat. Ce capitalisme pulsionnel, nous dit Bernard Stiegler, qui est très largement activé par un certain nombre d'outils, qui sont les outils de l'immédiateté, le smartphone, la télécommande. La télécommande qui probablement, j'avais fait une étude là-dessus il y a quelques années, a été plus déterminante dans les changements de comportement des enfants que la télévision elle-même. Parce que la télécommande, j'appelais ça un phallus high-tech. Phallus, c'est un anaphore, high-tech, haute technologie, c'est la toute-puissance. Vous pouvez quasiment suivre 3 programmes en même temps, couper la chic à quelqu'un, la donner à quelqu'un d'autre. Vous êtes dans un sentiment de toute-puissance, vous commandez le monde, le joystick commande le monde.
Le joystick, c'est la pulsion exaltée d'une certaine manière, et une pulsion qui vous permet de jouer dans un univers où tout est réversible. Tout est réversible. Dans le jeu électronique, et Dieu sait que j'ai rien contre les jeux électroniques, c'est un truc formidable, les jeux électroniques. Mais dans le jeu électronique, quand vous tuez des gens, ils ne sont pas vraiment morts. Vous pouvez les retrouver vivants le coup d'après. Dans la vie, quand vous tuez quelqu'un, il est vraiment mort. Dans la vie, quand vous blessez quelqu'un, il est vraiment blessé. Quand vous humiliez quelqu'un, il est vraiment humilié. La caractéristique de la vie, comme le disait Vladimir Yankelevitch, c'est l'irréversible. Il y a de l'irréversible. Quand les choses sont faites, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas les effacer. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser aller à ces pulsions. Parce que la pulsion vous fait humilier l'autre. La pulsion vous fait violenter l'autre. Et si vous vous laissez aller à vos pulsions, vous créez des actes irréversibles qui abîment l'humain dans l'autre, qui abîment l'humanité. Et en faisant cela, et c'est le 5e point qui me paraît important à souligner avant de passer à la 2e partie de notre travail, en faisant cela, eh bien, nous sommes dans une espèce de présentisme où nous n'avons pas de projet collectif partagé. Nous vivons au présent pour la satisfaction immédiate de nos pulsions ou de nos besoins et nous peinons à nous projeter dans un futur commun. Nous peinons à transformer le futur en avenir, plus exactement. Parce que le futur, il arrivera toujours. Hein. Il est 16h40, le futur, c'est 16h45. Hein. Mais l'avenir, on ne sait pas ce qui sera. Hein. Le futur, il sera là. Mais l'avenir, nous devons le construire. L'avenir, il est entre nos mains. Et si nous pataugeons en permanence dans les pulsions du présent, si nous n'élevons pas le regard au-dessus du présent, nous ne pourrons pas construire l'avenir. Voilà, alors je m'arrête là. C'était le premier temps. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui notre démocratie du point de vue de l'éducation? Un premier temps auquel vous avez largement participé grâce au nuage de mots. Et nous passons maintenant au 2e temps. Sur quoi fonder l'éducation pour former nos enfants à la démocratie aujourd'hui et pour demain? Alors, là encore, vous allez être mis à contribution. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont mis à contribution. Tout à l'heure, ceux qui étaient mis à contribution, c'était ceux qui étaient derrière leur écran. Là, ce sont les 15 personnes qui sont dans la salle et qui viennent de répondre à cette question. Alors voilà, vous avez la réponse. Les réponses qui vous ont été proposées par les personnes qui sont là ici et avec qui nous dialoguons à travers l'outil technique que Louisa a préparé. Sur quoi fonder l'éducation pour permettre la démocratie aujourd'hui? Alors je découvre avec vous ce qu'ont dit les collègues qui sont ici, la coopération, le travail d'équipe, la solidarité, la coopération des adultes référents. Donc je pense qu'il s'agit des parents, des éducateurs, des enseignants, tous les adultes autour de l'enfant, le partage de nos cultures, la mixité sociale, le dialogue, l'écoute, la relation. On reprend l'écoute, le respect, la gentillesse, la qualité de relation pour agir ensemble, le service public, la pédagogie, l'éducation nouvelle, l'expérimentation, l'émancipation politique, apprendre pour construire le collectif, la laïcité, la fraternité républicaine. Alors, sur les acteurs, les valeurs. Fonder l'éducation sur les acteurs et sur les valeurs à tous les niveaux. Alors, vous avez là rapidement résumé ce que vous ont proposé les collègues qui sont dans cette salle. Vous auriez pu le proposer aussi à distance. Je ne vais pas reprendre chacun des mots qui sont là, mais rapidement, et je reprends la main avec l'écran partagé. Voilà, quelques phrases et une mise en perspective. Alors, ces phrases, vous les avez lues comme moi, je les ai découvertes avec vous. Les mettre en perspective rapidement autour de 2 thématiques. 2 thématiques qui me tiennent à cœur et qui synthétisent à mes yeux les 2 enjeux fondamentaux, les 2 principes fondamentaux qui nous permettent de construire une démocratie. Premier de ces principes fondamentaux, apprendre à penser par soi-même. C'est la fameuse maxime par laquelle Kant répond à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il répond en latin « Sapere aude », ose penser par toi-même. Ne t'en remets pas au gourou, quel qu'il soit, ne t'en remets pas à celui qui prétend penser à ta place ou te dicter ton opinion, ose
penser par toi-même. Première nécessité, pour qu'il y ait démocratie, il faut que les citoyens osent penser par eux-mêmes. Mais pour qu'il y ait démocratie, c'est la deuxième exigence, et elle est corollaire de la première, il faut que ces mêmes citoyens qui pensent par eux-mêmes fabriquent aussi du commun. Parce que si on juxtapose des gens qui pensent par eux-mêmes sans qu'ils fabriquent du commun, il n'y a pas de démocratie. Et nous voyons bien que ceci est tout à fait essentiel. Oser penser par soi-même. C'est difficile. C'est difficile au point que le philosophe allemand Gadamer, dans un beau petit livre qui s'appelle « L'héritage de l'Europe », dit ceci. C'est véritablement une tâche gigantesque qui se trouve assignée à chaque homme à tout instant. Il parle de la démocratie. Il s'agit de tenir sous contrôle ses préventions, son plein de pulsions, d'espoir et d'intérêt, et suffisamment pour que l'autre ne devienne pas invisible ou ne demeure pas invisible. Qu'on puisse donner raison à l'autre, qu'on doive avoir tort contre soi-même et contre ses propres intérêts, voilà qui n'est pas facile à comprendre et voilà qui est désormais la tâche de l'éducation, disait Gadamer. Si on veut une démocratie, il faut apprendre à penser contre soi-même. Penser contre soi-même. C'est pas facile. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pas facile parce que l'enfant démarre sa vie dans un narcissisme initial et qu'il est le centre du monde. De fait, il est le centre du monde. Qu'il faut qu'il apprenne les vertus du sursis. Le sursis. Sursoir. Sursoir à l'acte. Sursoir à l'acte, ça a été pour moi, dans ma propre démarche pédagogique, une découverte que j'ai faite en lisant un pédagogue de l'éducation nouvelle très important à mes yeux, qui est Janusz Korczak. Korczak est quelqu'un qui, bien avant la guerre de 14-18, il fait la guerre de 14-18 comme médecin, et puis au sortir de la guerre de 14-18, il fonde des orphelinats. Et il recueille les orphelins. Ils sont très nombreux en Pologne, les orphelins, après la guerre de 14-18. Il y en a partout dans les rues. Ces orphelins, il les accueille, et ça va pas très bien, quoi. C'est la bagarre permanente. C'est la bagarre permanente entre tous ces orphelins. Ils sont toujours en train de se battre pour un quignon de pain d'abord, puis quand Korczak réussit à avoir suffisamment de quoi nourrir ses enfants, ils se battent pour savoir qui doit commander, etc. Et la violence est permanente entre ses pupilles, comme il le dit. Alors Korczak essaye un peu toutes les solutions. Il se dit, je vais peut-être, je sais pas, on va essayer de punir ceux qui se battent, mais ça marche très mal, très peu. Alors, il fait des discours, Korczak est très convaincu, il essaye de les convaincre de ne pas se battre, ça marche pas vraiment non plus. Jusqu'au jour où il a une idée absolument lumineuse, qui est une idée qui est fondatrice de l'éducation et de la démocratie en même temps. Il dit à ses gamins, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de taper sur n'importe qui, autant de temps et de fois qu'il le voudra. Mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Et il installe dans l'orphelinat une boîte des bagarres, dans laquelle les gamins viennent écrire oui, je veux te taper dessus. Alors évidemment, ils le prennent très mal, les pupilles. Ils le prennent très mal, et d'ailleurs certains disent à Korczak, mais monsieur, on ne sait pas écrire, nous. Korczak dit, qu'à cela ne tienne, vous ne savez pas écrire, d'abord on peut vous aider à apprendre, si vous voulez, mais en attendant, allez, moi je me mets là et vous allez venir me dicter votre lettre. Alors, les garçons arrivent, ce sont surtout des garçons, qui utilisent la violence et qui se bagarrent, et ils commencent à dicter, je voudrais taper sur Arthur demain parce que, alors, un certain nombre arrivent à expliciter, mais il y en a beaucoup, quand ils essayent d'expliciter, ils s'aperçoivent bien que ça tient pas. Donc ils abandonnent. Ils abandonnent. Et puis, la lettre ne se fait pas. Néanmoins, il y a tous les jours des lettres dans la boîte des bagarres. Tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Korczak? Eh bien, le soir, il prend les lettres de la boîte des bagarres. Il les anonyme. Il enlève tout ce qui permettrait d'identifier leur auteur. Et il en lit quelques-unes à la veillée à tout le monde. Et il ouvre une sorte de petit atelier philo. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors il s'aperçoit, avec surprise d'ailleurs, que c'est souvent ceux qui ont écrit la lettre qui sont les plus critiques à l'égard de la lettre qu'ils ont eux-mêmes écrite, quoi. Parce qu'ils se disent avec ah bah oui, avec la distance, est-ce que j'ai vraiment eu raison d'écrire ça, quoi. Bon. Il porte pas de jugement, Kortchak. Il dit rien. Il dit pas c'est bien, c'est mal. Il les laisse discuter, il anime cet atelier avec un respect absolu, mais en demandant à chacun de ne pas couper la parole, en demandant à chacun d'écouter ce qu'a dit l'autre. Quand on n'est pas d'accord, de reformuler d'abord ce sur quoi on n'est pas d'accord avant de le contredire. Il a un protocole extrêmement strict pour mener le débat. Et puis quand le débat est mené, Kortchak, qui est aussi un écrivain pour enfants, il a écrit des livres superbes, Le Roi Mathias, La Gloire, etc. Qu'est-ce qu'il fait, Kortchak? Il leur lit des histoires. Et de quoi il est question dans ces histoires? De la violence, des difficultés des rapports entre humains. Qu'est-ce que c'est le roi Mathias? C'est un royaume dirigé par des enfants, où ça se passe pas très bien. Kortchak lit. Et au fond, si j'essaye d'analyser cette séquence-là, j'ai un condensé de pédagogie de la démocratie. Kortchak ne dit pas aux enfants « je vous interdis de vous battre », parce qu'il sait que s'il leur dit ça, ils se battront dehors, quand il aura le dos tourné et quand ils ne risqueront pas d'être punis, et que ça ne servira à rien. Mais il ne dit pas non plus « je vous laisse vous battre », parce qu'il sait que la violence est quelque chose qu'il faut endiguer et qu'il faut permettre de maîtriser pour accéder à la pensée, au dialogue respectueux avec l'autre. Alors Kortchak dit « oui peut-être, mais pas tout de suite. Réfléchissons-y d'abord. Prenons du temps. » Et ce temps, il va même le nourrir. Avec quoi? Avec de la culture, avec des textes littéraires. Vous savez que Kortchak a eu une fin extrêmement tragique, puisque en 1942, alors qu'il est avec 192 enfants dans le ghetto de Varsovie, il est prévenu par les nazis que ses enfants vont être amenés le lendemain dans un camp de la mort. On pense, on n'a pas de certitude absolue là-dessus, mais on a pas mal d'indices qui montrent que on lui propose un passeport américain pour pouvoir fuir. Il refuse de fuir, il reste avec ses 192 enfants, et le lendemain matin, quand la Gestapo vient chercher les enfants, il prend le plus jeune par la main, il les accompagne derrière le drapeau vert, qui était le drapeau de l'enfance. Mais avant la veille au soir, il leur fait jouer une pièce de théâtre de Rabindranath Tagore, le facteur, qui est une pièce de réflexion dont il pense que ça pourra peut-être les aider à vivre à l'épreuve. Kortchak est convaincu que la culture aide à vivre, et même à vivre des événements très douloureux et très tragiques. Alors pour revenir à ma affaire de boîte aux lettres, là, je dis aux gamins, non pas tu n'as pas le droit de te battre, non pas tu as le droit de te battre, je dis tu as le devoir de réfléchir avant de te battre. Voilà l'éducation à la démocratie. Et tu as le droit de réfléchir et d'être nourri par la culture, d'être nourri par ce qui te fait réfléchir. Alors transposons ça à des tas d'autres domaines. Ça fonctionne partout. Je cherche sur Internet, alors pas sur Google parce que vous avez tous bloqué Google et pris un moteur de recherche indépendant. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire, parce que vous ne prenez pas des moteurs de recherche qui vous prennent pour un cœur de cible et qui revendent vos données. Donc vous utilisez Courant ou autre chose, vous en avez des tas, il y en a même des écologiques qui reversent et qui plantent des arbres. Donc vous cherchez sur n'importe quel moteur de recherche, vous cherchez quelque chose. Ce qui arrive en tête, c'est quoi? C'est pas le plus vrai, c'est le plus attractif. Alors si vous vous précipitez sur ce qui arrive en tête, sans réfléchir, sans aller compléter vos informations, etc., vous êtes dans le pulsionnel. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est dire, attends, tu vas aller compléter ton information, Tu vas pas te contenter de ce qui arrive en tête du moteur de recherche. Tu vas aller un peu au-delà. Tu vas confronter telle opinion avec une autre. Tu vas sortir de ce qui te satisfait, parce que ça brille, pour aller vers une recherche où tu trouveras du plaisir dans la recherche elle-même. C'est quelque chose de très important à mes yeux, ça.
Trouvez du plaisir dans le fait d'apprendre plutôt que dans le fait de savoir. Trouver du plaisir dans le fait de savoir, c'est assez facile. Par exemple, les théories du complot, c'est du savoir à bon marché. On vous dit comment est le monde, qui sont les bons, qui sont les méchants, sur qui il faut taper, quel est le bouc émissaire. C'est du savoir. C'est pas de l'apprendre. Ça bloque l'apprendre. Quand vous êtes dans la théorie du complot, vous voyez plus rien. Vous voyez que le complot. Vous voyez plus rien d'à côté. Vous voyez pas les phénomènes les plus complexes, les ceci. Vous êtes dans ce qui me comble, alors que ce qu'une démocratie doit former chez le citoyen, c'est pas ce qui le comble, c'est ce qui lui manque. C'est-à-dire des savoirs nouveaux vers lesquels il doit aller, c'est-à-dire de la recherche. Transformer le plaisir de savoir tout de suite en plaisir de chercher, de se documenter, de travailler, d'enquêter, etc. Et vous voyez là toutes les conséquences pédagogiques. Je pourrais citer tous les pédagogues de Crowley à Freinet et les autres qui ont travaillé sur l'enquête, le travail documentaire, la recherche. C'est pas un hasard que tous ces pédagogues aient convergé autour de cela. C'est parce que c'est cela qui permet de passer du désir de savoir au désir d'apprendre et d'en apprendre toujours plus et de ne jamais se satisfaire de ce qu'on croit savoir. Et vous voyez que c'est très exigeant du point de vue de la démocratie, ne jamais se satisfaire de ce qu'on croit savoir et être exigeant avec soi-même. Être toujours plus précis, plus rigoureux, plus méticuleux pour se demander est-ce que c'est vraiment la vérité ou est-ce que il faut pas aller chercher un peu plus loin. Ne pas se satisfaire de l'approximation, ne surtout pas se satisfaire du slogan, ne surtout pas se satisfaire des théories faciles, mais allez, on se met au travail, on se met en recherche et on est un aventurier et on y trouve du plaisir dans cette recherche. Et le fait d'être exigeant avec soi-même, ça nous aide. Être exigeant avec soi-même, c'est fondamental. Si l'enfant, quand il sort de l'école, n'est pas exigeant avec lui-même, l'école n'a pas fait son boulot. Si, pour que l'enfant soit exigeant, il faut qu'il ait le maître, qui soit derrière lui, qui lui dit « fais ton travail ». Quand il n'y a plus le maître, il est plus exigeant, hein, il fait plus son boulot. Pour qu'il fasse son travail, il faut qu'il ait intériorisé l'exigence. Il faut que l'exigence de précision, de justesse et de vérité, ce soit lui qui la porte, qu'elle soit en lui, qu'on l'ait travaillé avec lui. Et ça, pédagogiquement, toute une série de pédagogues nous expliquent comment faire. Par exemple, la coopération autour du texte libre chez Freinet avec ce qu'on appelle le polissage ou la mise au point du texte, c'est de l'intériorisation de l'exigence. Comment ça se passe, hein? Freinet fait venir la petite Maria qui vient d'écrire un texte sur la sortie qu'elle a faite pour aller chercher des champignons. Bon, c'était avant le confinement. Et la petite Maria a écrit un texte au tableau, et puis elle se tourne, Freinet se tourne avec elle, vers la classe, et on demande aux élèves, mais comment vous amélioreriez ce texte, vous? Alors, il y a Joël qui dit, moi là, je trouve que ça va pas. John, là, il faut un article. Mohamed, là, non, c'est pas joli. Et qu'est-ce que fait Freinet? Il ne corrige pas. Il ne corrige pas. Il ne fait pas les corrections sous la dictée des élèves de la classe. Il se tourne vers Maria. Il dit à Maria, qu'est-ce que tu en penses? Toi, est-ce que cette suggestion, tu considères qu'elle améliore ton texte, hein, ou qu'elle le dévoie? Et là, Maria, elle se pose la question. C'est ça l'intériorisation de l'exigence. C'est comme ça qu'on intériorise l'exigence. Alors Piaget a théorisé ça. Hein, non, théorie de l'interaction, de la synchronisation des points de vue, etc. Mais on voit bien qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Devenir exigeant avec soi-même pour penser de façon toujours plus lucide. Penser par soi-même. Et c'est pas facile, c'est un des enjeux de la formation à la démocratie. Le deuxième enjeu, je vous l'ai dit, c'est fabriquer du commun. Là encore, une citation pour introduire mon propos. C'est une citation de quelqu'un de très important en sociologie, Marcel Mauss. C'est la conclusion d'un magnifique livre qui s'appelle « L'essai sur le don ». Et Marcel Mauss, là, il prend la métaphore des chevaliers de la table ronde. Hein, et il explique que le roi Arthur avait des chevaliers qui se battaient tout le temps entre eux.
Et qu'un jour, le roi Arthur a posé un geste qui a consisté à faire construire une table autour de laquelle les chevaliers se mettaient à débattre au lieu de se battre. C'est ça la démocratie aussi, hein? Débattre au lieu de se battre. Débattre et pas se battre. Et il dit ceci, il écrit ceci, Marcel Mauss. Pour commencer, il fallut d'abord poser les lances. C'est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su, et c'est ainsi que demain notre monde dit civilisé, dans notre monde dit civilisé, les classes, les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer et s'affronter sans se sacrifier les uns aux autres. Les chroniques d'Arthur racontent comment le roi Arthur, avec l'aide d'un charpentier de Cornouailles, inventa cette merveille de la cour miraculeuse au cours de laquelle les chevaliers ne se battirent plus. Ils se mirent à débattre au lieu de se battre. Sauf qu'on n'a plus le charpentier de Cornouailles qui fabrique les tables autour desquelles, miraculeusement, les gens arrêtent de se battre pour se mettre à débattre. Et que les charpentiers de Cornouailles, c'est vous, quoi. C'est vous, les éducateurs, qui êtes chargés de fabriquer la table ronde, hein, autour de laquelle on va débattre et non pas se battre. Et c'est vous qui êtes donc chargés de former nos enfants à cela. Parce que s'ils pensent par eux-mêmes, il faut aussi qu'ils puissent débattre sans se battre. Pour pouvoir prendre des décisions, se confronter entre eux. Alors, débattre sans se battre, c'est compliqué. Mais là aussi, quelques pistes pédagogiques. Mais elles vont être explorées dans la troisième partie, dont je ne vais faire que les nommer. L'entraide, d'abord. L'entraide entre élèves, entre les grands et les petits. L'entraide, peut-être... Parfois, d'ailleurs, les petits peuvent aider les grands, mais l'entraide aussi entre les élèves ordinaires et puis ceux qu'on dit porteurs de handicap et que moi j'appelle les élèves extraordinaires. Parce qu'ils ont d'autres qualités avec lesquelles on va découvrir qu'on peut échanger. L'entraide, la confrontation, la collaboration dans un projet, la coopération dans son sens le plus exigeant. Ce que un psychosociologue que j'aime beaucoup, Elliot Aronson, psychosociologue américain, appelle la classe puzzle. La classe puzzle, c'est une forme d'organisation pédagogique dans laquelle chaque élève dispose d'une partie de l'information de telle manière à ce que quand ils se regroupent, ils aient besoin chacun de mettre en commun l'information dont ils disposent pour que cette information puisse bénéficier à tous. Alors oui, fabriquer du commun, ça se fait déjà dans nos classes, ça se fait dans les classes qui ont ce qu'on appelle un conseil d'élèves, ça se fait dans des lieux associatifs où on apprend à réfléchir ensemble, ça se fait dans des colos, ça se fait parfois aussi dans des familles, bien sûr dans des familles, et nous allons ainsi entamer le troisième temps de notre démarche de cet après-midi, ce que peuvent faire concrètement les différents acteurs de l'éducation pour former nos enfants à la démocratie. Et là, nous changeons encore de méthode. Ce ne sont plus ceux qui sont derrière leur écran, ce ne sont plus les personnes qui sont là dans la salle, ce sont les deux, puisque vous allez, vous derrière votre écran, utiliser le lien qui apparaît dans Conversation et donner les pistes qui vous paraissent à privilégier, du point de vue des parents, du point de vue des enseignants, du point de vue des tiers-lieux associatifs. Vous allez donner vos pistes. Hein. Et puis ici, pendant ce temps-là, pendant que vous écrivez, vous tapotez sur votre écran, nous allons avoir 3 témoignages. Un témoignage d'un parent, un témoignage de quelqu'un qui travaille dans l'école et un témoignage d'un mouvement d'éducation nouvelle et d'éducation populaire. Voilà, le tout va pas durer plus de 10 minutes. 10 minutes où vous, devant votre écran, vous pianotez quelles sont, à votre avis, les propositions ou les actions déjà réalisées sur lesquelles il faut foncer parce que c'est important et c'est des choses qu'il faut vraiment faire. Hein. On est là dans l'avenir. Et pendant ce temps-là, pour ceux qui manquent un peu d'inspiration, eh ben, les collègues sont là. Et je donne d'abord la parole à Céline Servat, qui est parent d'élèves et qui va, du point de vue des parents, nous dire un petit peu
au point où on en est, au moment où on en est, qu'est-ce qui lui paraît prioritaire et important à faire? Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis dans une action où je louvoie, le verbe louvoyer, où j'oscille souvent entre la, la justesse, le vrai, la lucidité, comment je vais accompagner ma fille en l'occurrence, avec un discours qui est clair, qui est juste avec elle, et une action aussi qui va être cohérente. Mais je dis louvoyer parce que on cherche au quotidien justement la manière d'être au plus juste et de les accompagner le mieux possible dans le fait de grandir. En tant que parent, on a aussi ce parcours où on grandit avec les autres et moi j'ai participé à justement un travail de coopération avec d'autres parents, mais aussi toute la communauté éducative de la commune où j'habite. Et on a eu l'expérimentation de pouvoir travailler ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire que ça représentait à la fois les enseignants, les agents de la municipalité, les partenaires institutionnels, les élus, et on a pu construire ensemble. Et on a formé ensemble une cohésion. Et on a bâti un projet éducatif tous ensemble. Ce qui nous a permis à chacun de prendre du recul, de prendre de la distance et de comprendre l'autre dans son positionnement, dans sa posture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce travail de transfert en tant que parent où je m'applique justement à avoir ce travail d'analyse avec mon enfant et essayer de le transmettre le plus possible sur cette capacité d'analyse qu'on a de l'environnement dans lequel on est et puis de toutes les références qu'on va avoir et qui vont venir se confronter. Comme je disais, louvoyer, il y a cette espèce on avance avec le vent contraire, en utilisant le vent contraire. Et donc le vent contraire, c'est à la fois notre environnement, c'est à la fois les enjeux de la société, c'est l'actualité, c'est les personnes qui sont à nos côtés, c'est l'histoire, c'est la famille. Voilà, tous ces éléments-là qui vont nous permettre en fait finalement de grandir, nous en tant que parents, dans notre parcours, et puis d'aider à grandir les enfants, enfin nos enfants, et de construire je dirais, en cohésion avec toute la communauté, de pouvoir faire ensemble en fait. Alors, vous nous avez dit, Céline, tout à l'heure, vous avez participé à une équipe avec d'autres parents. Oui. Alors, peut-être un mot, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vous précise, pendant que Céline réfléchit à sa réponse, que vous êtes en train d'écrire sur le lien qui est dans votre colonne conversation et qu'il y a toute une équipe de gens ici à côté qui reçoit vos réponses et qui va les synthétiser et vous les faire apparaître. Tout cela sera d'ailleurs mémorisé, sera gardé et mis à disposition. Et que donc vous pouvez, en écoutant ces témoignages ou même en étant un tout petit peu inattentif pendant quelques secondes, là vous serez pardonné, vous pouvez continuer à faire vos propositions par écrit. Alors, Céline, un mot sur cette coopération, cette collaboration avec les autres parents? Alors, c'est aussi ma deuxième casquette d'élu sur ma commune qui participe en fait à l'expérimentation là. Sur la commune, il y a l'envie de mettre en place une culture de la démocratie et donc de faire participer tous les acteurs de la communauté. Et à travers Alors comment, concrètement? Concrètement, en fait, la municipalité a le désir de mettre en place un espace de discussion, de débat, de partage, où chacun de sa place contribue à l'écriture d'un projet éducatif. Donc, il est dans cet espace-là, construit ensemble tous les objectifs pour l'ensemble de nos enfants ou l'ensemble de nos jeunes qui vivent sur notre territoire. Voilà. Merci Céline. Alors, vous entendez,
hier, le maire de Montpellier nous disait je n'ai jamais vu de parents démissionnaires, je n'ai jamais vu de lettre de démission d'un parent. C'est vrai qu'on a trop abusé de cette idée de parents démissionnaires et qu'en même temps, on n'a peut-être pas toujours suffisamment aidé chez nous les parents à réfléchir sur la parentalité. C'est compliqué d'être parent, hein, surtout dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure. Et il n'y a pas de parents parfaits, mais il n'y a pas de parents démissionnaires. Il y a des parents qui travaillent, il y a des parents qui tâtonnent, il y a des parents, vous dites louvoyer, mais il y a des parents qui expérimentent, qui font leur possible. Et je pense que votre témoignage est important dans la mesure où il renvoie à cette idée que on est plus intelligent quand même si on est à plusieurs sur ces questions-là. Et on se sent moins seul. Je parle, bonjour, en tant qu'ancien instituteur comme vous, Philippe, et aujourd'hui formateur qui essaye d'aider les futurs professionnels, les néo-professionnels à se construire. Tout à l'heure, je vous ai vu répondre à la question de savoir comment on pouvait fonder l'éducation avec 2 pistes, apprendre à penser par soi-même et fabriquer du commun. Et ce que j'avais préparé pour mon intervention là fait écho à ces 2 pistes, autour de 2 mots et d'un jeu de mots, libération d'un côté, délibération de l'autre. Quand je parle de libération, je parle de libération de la parole, de libération d'expression. Ça me semble caractériser la démocratie. Comment favoriser cette libération de la parole? Eh bien, en aidant les élèves à se construire un point de vue, à émerger en tant que sujet. J'aime bien l'idée de pédagogie subjectivante. Et pour que ce point de vue émerge, il faut donner la parole, tout simplement. Multiplier les occasions de donner la parole, que ce soit sur une œuvre littéraire, que ce soit par rapport à une démarche d'investigation. Et l'autre versant, ça serait d'éviter au maximum de les mettre systématiquement en position d'exécutant ces enfants. Bien sûr, il faut développer des savoir-faire techniques, vous en parliez tout à l'heure, stéréotypés, répétitifs, des automatismes. Mais à côté de ça, je crois que notre école ferait de grands progrès si elle cherchait aussi parallèlement à développer ce qu'on appelait avec Luria les processus cognitifs de haut niveau, qu'on appelle aujourd'hui les fonctions exécutives, et qui reviennent en fait à mettre les élèves face à de l'inconnu, à du complexe, pour qu'ils aient à analyser, à conceptualiser, à prendre des décisions. Sur le second versant, celui de la délibération, que vous appeliez tout à l'heure fabriquer du commun, pour moi, je crois que ce qui caractérise la démocratie, c'est bien le fait de pouvoir débattre, délibérer, que des instances délibératives existent, mais pas uniquement pour le débat d'idées, pour le débat aussi décisionnel. Il s'agit de prendre des décisions. Et donc, dans la classe, faire vivre, là aussi, des instances qui permettent aux élèves de décider, comment dire, de la conduite du monde, que représente leur classe. Donc, bien sûr, leur donner ce pouvoir réel à travers les conseils d'élèves, de classe, de coopération. On peut les appeler comme on veut. Michel, dire qu'on donne la parole, c'est dire qu'on donne la parole pas simplement à ceux qui parlent tout le temps. Non, c'est organiser. Comment on fait pour donner la parole aux timides et à ceux qui parlent jamais et à ceux qui ont peur dans la classe de s'exposer par la parole? Alors, vous avez dans un livre déjà ancien parlé de la classe comme d'un espace hors menace. Qu'il appartenait à l'enseignant de construire la classe comme un espace hors menace. Oui, c'est Jacques Lévin, le psychanalyste, qui a défini ce concept. Oui. Voilà. Et donc, faire en sorte qu'effectivement, chacun ait l'assurance que quand il prend la parole, il ne pourra pas être l'objet de moqueries, il ne pourra pas être l'objet de critiques malvenues, etc. Et d'humiliation. Le contenu. Et d'humiliation. De violence, tout simplement. Humiliation, menace, violence, etc. Et alors, sur la décision, vous dites les élèves peuvent décider, mais est-ce qu'ils peuvent décider de ne plus faire de maths, par exemple, et de consacrer tout le temps à faire de l'EPS? Non, ils ne peuvent pas non plus décider de jeter le plus casse-pied de la classe par la fenêtre. Oui, ça c'était une célèbre intersection de Fernand Houry. C'est ça, c'est ça. Il dit qu'il avait presque accepté Fernand Houry, mais que finalement, il se l'était interdit. Les institutions, on organise des institutions qui permettent comment je vais dire ça, de faire comme si la classe était un espace démocratique. Le veto du maître est toujours là, parce qu'on y apprend la démocratie, on n'est pas en démocratie, on y apprend en s'y exerçant avec toutes les sécurités que j'évoquais tout à l'heure. Et bien sûr, le maître est là pour guider la décision collective.
Et puis peut-être aussi pour dire d'emblée, voilà ce sur quoi vous avez du pouvoir. Voilà, on va il y a pas des choses tout remettre en question. Voilà. Et puis il y a des choses sur quoi les élèves ont du pouvoir, mais ne savent pas qu'ils en ont. Et je pense qu'un des enjeux de la démocratie, c'est de dire aux gens, il y a des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Vous le savez pas et vous l'exercez pas. Eh ben, on peut l'exercer, on peut en débattre, on peut en discuter, et c'est important de le faire. Alors, je voudrais terminer avec un troisième mot. Vous avez parlé d'entraide tout à l'heure, hein, de coopération, d'entraide. Je crois que on doit pouvoir penser l'entraide, y compris comme une obligation dans la classe. Ça peut choquer certains que de parler d'obligation d'entraide, et pourtant, dans notre société, non-assistance à personne en danger, ça existe. C'est vrai. Voilà. Donc, je pense qu'on devrait installer dans la classe le fait que, je vais citer 1793, le but de la société, c'est le bonheur de chacun, et que ça doit être une préoccupation collective. Donc, l'entraide dans la classe, pour moi, est aussi un mot qui doit fabriquer du commun et de la démocratie. Merci Michel. Alexandre est à la fois militant et permanent des CMEA, et il va nous dire de son point de vue ce que l'éducation populaire peut apporter à cette construction collective d'une éducation à la démocratie. Oui, moi je l'ai pris à travers un témoignage de comment je me suis construit aussi dans l'éducation populaire. Et grâce à l'éducation populaire, mes deux expériences probantes, ça a été à travers deux mouvements. Ça exclut pas les autres, mais que sont les éclaireurs de France et les éclaireuses éclaireurs de France et les CMEA. Il s'agit pour ces deux structures, pour ces deux mouvements, d'agir par l'éducation et par la formation sur quelque chose qui fait écho à ce que vous avez dit dans les premières parties, c'est le vivre ensemble. Moi, c'est quelque chose que je retiens et qui m'a animé depuis le début de mon parcours dans l'éducation populaire, en tant que aussi bien aux éclaireurs de France que au CMEA, sur deux aspects, qui est un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui est l'animation. Je me revendique comme Bien animateur. Alors, il y a, sans être corporatiste, hein, c'est l'animation avec le lien intrinsèque qu'il a avec l'éducation populaire. Mais instituteur et professeur sont de beaux mots. Instituteur, ça veut dire instituer. Professeur, c'est transmettre. C'est des beaux mots. Mais animateur, c'est un très beau mot aussi, puis ça vient de mettre de l'âme. Hein, mettre du collectif, mettre de l'âme, animée. Hein, ça veut dire mettre de la vie, quoi. C'est ça. Hein, oui. Et ça rejoint cette question du vivre ensemble. Alors, pour être sur des choses plus concrètes, ça, pour moi, ça fait partie de choses du quotidien. Hein. On parle souvent des animateurs qui sont des animateurs de la vie quotidienne, et la vie quotidienne, c'est pas quelque chose qui est à côté d'activités qui seraient plus nobles. Et on travaille sur cette vie quotidienne au quotidien, c'est le cas de le dire, à travers toutes ces activités. Peut-être quelques exemples, Alexandre. Des exemples, se dire. Alors, et ça rejoint aussi bien le travail qu'on peut avoir avec des enfants, mais aussi avec des animateurs en formation, jeunes ou moins jeunes. C'est qu'est-ce qu'on vit ensemble et qu'est-ce qui fait que on a ensemble là aussi à décider de choses. Donc, ce sont sous la forme de conseils dont vous parliez tout à l'heure aussi, mais les conseils d'enfants et aussi des conseils de stage, où c'est des choses dans lesquelles on doit se faire confiance, on doit s'écouter, on doit se comprendre. Là aussi, ça fait écho à ce que disiez sur Korjak, débattre et non se battre. Et là aussi, sur une autre déclinaison qui est celle après décider ensemble, d'agir ensemble. Je crois que le fait de faire des choses ensemble, c'est-à-dire on travaille sur la complémentarité, sur le fait de s'accepter dans ses différences. Et ça, je pense que c'est bien sûr, c'est quelque chose, c'est un terreau sur lequel on travaille quand on est animateur, mais quand on est en formation, c'est difficile de faire prendre conscience parfois à des animateurs qui sont et là je prends tout acteur éducatif sur des groupes en formation, parce que l'individualisme dont on a parlé aussi
prend souvent le pas. Hein. On vient pour accéder à un diplôme, donc on fait référence à un référentiel de compétences. On doit être compétent et la dimension collective, c'est justement je crois, le but et la manière dont l'éducation populaire a de s'intégrer à cette question, c'est de pouvoir utiliser justement le collectif aussi dans la formation. Un exemple, c'est d'arriver à faire comprendre à une institution qu'on peut accéder à certains diplômes, à certaines parties d'un diplôme à travers du projet collectif. Ça n'a pas été simple, mais on a pu arriver à ce que un projet collectif soit validé. Validé, ouais. Ah ouais. Alors, un enjeu important sur lequel Alexandre a mis le doigt tout à l'heure, s'accepter dans ses différences sans entériner ou augmenter les inégalités. C'est un enjeu pédagogique fondamental, hein, parce que accepter les différences, ça peut vouloir dire entériner, voire accroître les inégalités. Hein. Or, ce sur quoi travaille le pédagogue, c'est de substituer aux inégalités quelque chose qui est une égalité fondatrice entre les individus, qui se reconnaissent, hein, comme tous capables, hein, de partager les mêmes savoirs en ayant des chemins singuliers pour y arriver. Et ça, c'est un sacré enjeu, hein, que tout le monde se reconnaisse capable de partager les savoirs en ayant des chemins singuliers et en respectant la singularité de ces chemins. Merci Alexandre. On va travailler autour de quelques perspectives et je vais simplement, pendant que les collègues débroussaillent et mettre de l'ordre dans toutes vos propositions, vous reprojeter ce que je vous ai dit d'une manière peut-être un peu plus claire et systématique. Quelques repères, quelques perspectives pédagogiques à prendre en compte par tous les partenaires éducatifs, les parents, les enseignants, les animateurs, mais aussi, on pourrait espérer, les médias, par exemple, mais aussi, on sait que c'est déjà le cas, les élus et d'autres. Parce que vous connaissez le vieux proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Et je crois qu'effectivement, il faut que l'éducation redevienne une responsabilité collective. Hein, redevienne une responsabilité collective, y compris dans nos comportements citoyens du quotidien. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance, probablement le plus âgé de tout le monde ici, où quand je faisais une sottise sur la place du village, c'était pas forcément mes parents qui me grondaient, c'était souvent la voisine qui me disait « Fais attention, hein, je vais pas en parler à tes parents, mais tu sais que tu es un peu en train là de franchir un petit peu la limite. » Mais c'est formidable ça. C'est formidable qu'un voisin puisse dire à un gamin « Là, tu fais une bêtise, là, je vais pas te dénoncer, mais quand même, je te le signale. Hein » L'autre jour, j'étais extrêmement émerveillé parce que j'étais à Lyon dans le métro et j'étais à côté d'une jeune fille qui venait d'acheter dans un restaurant ouvert sur la rue, là, quelque chose qui ressemble à une espèce de sandwich avec des frites, de la viande hachée à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas trop quel est le nom que vous donnez ici à ça à Montpellier, mais sans doute un nom anglais. Hein, et elle avait aussi une canette d'une espèce de boisson marron pétillante, là. Je ne sais pas exactement, mais à Montpellier, je pense que ça se consomme très peu. Et elle mange ça, elle boit ça et elle le laisse sous son siège. Et à la station d'après, la jeune fille descend. Et une dame nettement plus âgée que moi, se tourne vers la jeune fille et avec beaucoup de gentillesse lui dit « Mademoiselle, je crois que vous avez oublié quelque chose sous votre banc. » La jeune fille hausse les épaules en disant « Oh, j'en ai un. » Et la vieille dame prend le paquet, sort et va mettre ça dans la poubelle. Ça, c'est un comportement éducatif. Elle n'a pas humilié la jeune fille, elle lui a fait remarquer, je suis sûr que la jeune fille fera attention après. Le village, c'est aussi ça, c'est aussi cette solidarité-là. Hein. Alors, c'est bien plus que ça, bien sûr, et pendant qu'on compile vos propositions, je vais rapidement évoquer et synthétiser quelques idées que j'ai déjà présentées.
Dans une société où la réussite individuelle est supposée contribuer spontanément à l'intérêt collectif, est supposée, mais est-ce que c'est vrai? Je pense que nous devons travailler ensemble à mettre en place des formes de coopération qui profitent à tous et construisent le commun. C'est une piste fondamentale. Coopération entre les âges, coopération entre les métiers, coopération entre les différents acteurs éducatifs dans une ville, dans un quartier, dans un immeuble, dans une classe. Dans une société où la satisfaction pulsionnelle, je l'évoquais, l'attractivité et l'immédiateté l'emportent systématiquement sur la quête de la précision, de la justesse et de la vérité, eh bien, je crois que nous autres acteurs éducatifs, en famille, mais aussi à l'école et dans les mouvements d'éducation populaire, nous devons travailler sur le sursis, la réflexivité qui permet l'émergence de la pensée et le nourrissage par la culture, comme je l'ai évoqué en prenant l'exemple de Kortchak. Dans une société, je poursuis, où le consommable et l'obsolète l'emportent souvent dans le cadre de ce que Paulo Freire appelait une pédagogie bancaire. On bâcle son travail, on le rend, on a 6 sur 20, et puis on se dit, on repart après, et puis voilà, on laisse ça comme ça. On a bâclé son truc, on est payé d'une mauvaise note, et ben tant pis, voilà. On s'arrête là. C'est la pédagogie bancaire chez Paulo Freire. Eh bien, je crois que nous devons faire de la remise en chantier. T'as bâclé ton travail, t'as 6? Ben moi, je te donne 3 conseils. Tu vas le reprendre, tu vas le refaire, tu vas le remettre en chantier, tu vas l'améliorer pour que ça devienne un chef-d'œuvre, comme disait Célestin Freinet, dans ce que Alain appelait la patience d'atelier. J'aime beaucoup cette expression, la patience d'atelier. Tu vas fignoler, tu vas apprendre à fignoler. Quand tout est jetable, eh bien l'école, l'éducation familiale, les mouvements d'éducation populaire sont des lieux où on fignole, où on travaille d'une manière précise. La forme normale de l'évaluation dans ce cas-là n'est bien sûr pas celle qui permet de devenir meilleur que les autres, comme le disait Albert Jacquard, mais la bonne évaluation, c'est celle qui permet de devenir meilleur que soi-même. 4e idée très simple aussi, dans une société de la virtualisation de l'économie. Nous vivons dans une économie virtuelle. Le prix d'une tonne de blé dans le monde, c'est calculé par des robots traders qui sont collés à la bourse de Chicago et qui peuvent faire varier le prix de 1 à 100 en l'espace de moins d'un dixième de seconde. C'est du virtuel. Le prix, ça n'est pas le coût. Le coût d'une tonne de blé, on le connaît. Le coût d'une tonne de blé, c'est le coût en semences, c'est le coût en épuisement du sol, c'est le coût en travail humain, c'est le coût en énergie pour le transporter. Le coût, on le connaît. Et le coût, il est réel, le coût, il est vrai. Le problème, c'est que la société dans laquelle nous vivons n'est plus une société du coût, c'est une société du prix. C'est-à-dire que c'est une société où la valeur d'échange n'est plus ce que coûtent les choses, la valeur d'échange, c'est le prix lié aux surenchères, ou aux sous-enchères, c'est-à-dire à tout un arsenal de systèmes qui font que nous avons totalement oublié le coût réel et que ce prix artificiel devient la monnaie d'échange. Eh bien, c'est une virtualisation de l'économie. Eh bien, face à cela, je crois que notre responsabilité, c'est de faire de la rencontre avec la résistance de l'objet, avec du travail concret. Moi, je suis très attaché au travail de la main, à ce qui permet de fabriquer. Parce que là, on n'est pas dans le virtuel, quoi. On sort du virtuel et on rencontre la résistance de ce sur quoi je n'ai pas la totalité du pouvoir. Voilà. Quand je travaille avec du bois, quand je travaille avec de la terre, avec du carton, eh bien, je dois obéir à des lois sans m'humilier en obéissant aux autres. Parce que les lois, elles n'émanent pas de moi, elles n'émanent pas de celui qui me les impose, elles émanent du matériau même avec lequel je travaille. Et puis, allez, 5e, et on va s'arrêter là, dans une société où nous croyons pouvoir trouver notre satisfaction dans la consommation de l'épuisable, eh bien,
nous devons permettre à chacune et à chacun d'accéder aux biens communs fondamentaux et de trouver sa satisfaction dans le partage de l'inépuisable. C'est quelque chose qui m'est, pour moi, aujourd'hui très important. Ou bien nos enfants désireront consommer toujours plus et finiront par s'entretuer pour les derniers restes des biens de consommation et de l'énergie que la planète pourra nous fournir, ou bien ils partageront de l'inépuisable, c'est-à-dire de ce qui ne s'épuise pas quand on en prend, c'est-à-dire de la culture. Parce que c'est ça qui est formidable. La culture, c'est pas comme un gâteau. Dans un gâteau, plus j'en prends, moins il en reste. Dans la culture, plus j'en prends, plus je peux en donner. Et quand j'en prends, je n'en prive personne. C'est ça qui est extraordinaire et formidable. Eh bien, dans une société qui épuise l'épuisable, essayons avec nos élèves de leur faire partager les satisfactions de l'inépuisable. Alors, pendant ce temps-là, Louisa, une grande partie en tout cas de ceux qui nous suivent ont envoyé des propositions et il nous reste assez de temps pour que vous puissiez nous les proposer. Déjà, d'abord, c'est un énorme challenge qu'on vient de réussir là. Comme tu disais tout à l'heure, il y a 10 personnes qui étaient en train de tout synthétiser. Et moi, ce que j'ai devant moi, c'est 3 phrases par sujet. Donc, je vais essayer de vous les exposer un peu rapidement pour que tu puisses réagir après. Réagir, et ça fera l'appel de ta conclusion. Alors, l'EHPAD était c'est pas l'EHPAD où sont les personnes en difficulté, c'est non, l'EHPAD. Hein. Ouais. C'est un format de document partagé. Avait des thématiques, et par exemple, sur la thématique sciences et techniques, les leviers qui ont été isolés par nos releveurs de points saillants, c'est par exemple de présenter les sciences comme incertaines, confère le livre de Didier Favre, je pense, Éduquer à l'incertitude. C'est pas Didier, c'est Didier, c'est Favre. Oui, c'est Daniel. Ok, Daniel. Excusez-moi. Il est montpelliérain d'ailleurs, je crois. Hein. Oh là là, mince. Daniel Favre. J'espère qu'il a enseigné ici, Daniel, pendant plusieurs années. Bon, d'accord, bon, je passe. Alors, faire la philosophie a une place fondamentale dans la pensée scientifique. Et il faudrait enseigner la zététique et l'esprit critique. Dans la même veine, se servir des nouvelles technologies comme des outils, des leviers d'émancipation, si l'utilisation est accompagnée. Ça, c'est ce qui concerne les sciences et techniques. Si on passe vers la culture et les arts, mettre en avant le patrimoine local, faire venir la culture dans l'école, donner la parole aux élèves. Toutes ces énonciations sont soit le fruit de projets qui sont proposés par les gens sur les documents partagés, soit l'idée de leviers que les gens se sont faits. En ce qui concerne la citoyenneté, le numérique et l'esprit critique, du coup, pour faire le lien, il est important et nécessaire d'apprendre à s'informer, d'éduquer aux médias, de questionner les sources, de décoder les fake news, etc. Et il a été parlé d'organiser des challenges d'arguments fallacieux, justement pour décoder ce genre de choses. Ce qui concerne l'interculturel, apprendre les langues en s'appuyant sur les langues présentes dans les groupes dans lesquels nous sommes, organiser des rencontres, des partenariats, agir ensemble, faire de la musique, de la cuisine, de l'écriture, faire des partenariats avec d'autres pays à tous les niveaux de formation, primaire, collège, lycée, adultes, animateurs, etc. On va vers la thématique de la rencontre et du vivre ensemble. Mettre en place des liens de confiance entre parents et enseignants et les renforcer, ces liens. Penser la place des loisirs et de la pratique artistique et culturelle dans l'éducation et dans l'école. C'est ce que tu disais au début. Et même ce matin. La classe, faire de la classe comme un lieu de la vie en société. Favoriser la capacité au dialogue, former les enfants à la médiation et à la gestion de conflits. Apprendre à accepter de ne pas savoir, le droit à l'échec, le droit à l'ignorance. Écologie et environnement, sensibiliser les enfants et être dans l'action concrète, arrêter avec l'idée du développement durable, mais plutôt penser un changement durable, une urgence climatique, la pluralité d'éthique et de pensée et sortir de l'ethnocentrisme occidental. Permettre aux enfants d'agir et décider des initiatives locales ou proches de leur quotidien. Et là, on a mis en rouge d'autres thématiques qui sont autour de l'organisation du travail et le travail d'équipe. Donc mettre en place des méthodes de travail plus collaboratives, modifier la politique salariale pour encourager les acteurs de l'éducation à faire autrement, développer le principe d'évaluation du travail de groupe à l'école, impliquer les élèves dans la prise de décision et dans l'auto-évaluation, éduquer à l'acceptation des différents points de vue.
autour des actions militantes, des faits de société, des mouvements sociaux. Il a été dit qu'il faut donner aux enfants le goût de l'action collective, du faire ensemble. Ça se rejoint, mais parce que, justement, on est cohérents les uns avec les autres. Je sais, je parle vite, mais j'essaye de prendre peu de temps. Merci Jimmy de me le montrer. Alors, donner aux enfants le goût de l'action collective, du faire ensemble, leur parler des mouvements sociaux et des actions militantes, leur proposer des espaces de débat, d'engagement, les valoriser. Participer aussi avec les enfants et avec tous les citoyens, participer aux engagements, agir, militer. Ça c'est revenu, c'est même en majuscule 3 fois dans le document que j'ai sous les yeux. Utiliser les outils de la communication non violente. Sur la notion de projet et d'activité, porter des projets communs et citoyens, lier l'individuel et le collectif. L'important, c'est pas le résultat, c'est l'expérience. Ça, c'est ce qui a été dit. Former les animateurs et les accompagnateurs à la démarche de projet, rendre les élèves acteurs de leur apprentissage et de leur responsabilisation en les mettant au centre du projet. L'adulte est simplement le garant du cadre. Et pour finir, sur l'économie sociale et solidaire, responsabiliser les jeunes en faisant d'eux des acteurs à part entière d'un projet entrepreneurial, collectif et d'utilité sociale. Adopter à la maison des outils de prise de décision démocratique dans leur lieu de socialisation et d'apprentissage, de sport, en les intégrant aux échanges. Et enfin, promouvoir le bénévolat, le travail pour le plaisir, l'échange, la solidarité, et pas toujours le profit financier. Voilà les quelques synthèses qu'on peut avoir de tout ce qui a été fait. Merci. Quand on aura le temps, on donnera un document un peu plus clair, hein, mais pas tout de suite. Merci Louisa, merci à l'équipe de 10 personnes qui a reçu et synthétisé l'ensemble de ce qui vient nous être exposé. Merci aux gens qui sont dans la salle aussi et qui viennent d'applaudir à l'énoncé de ces éléments. Alors, il nous reste peu de temps. Je ne vais pas réagir sur tout ce qui vient d'être évoqué. Peut-être sur un ou deux points. L'articulation de l'individuel et du collectif, qui me semble un des enjeux majeurs pour la construction d'un espace démocratique. Hein. En éducation, c'est une articulation qui pose problème toujours et que nous devons considérer comme un problème. Hein. Je l'évoque souvent quand nous travaillons sur les activités de groupe. Hein. Ça a été d'ailleurs mes premiers travaux de recherche. J'ai consacré bien 10 ans de mes travaux de recherche là-dessus, à observer des enfants au travail, à monter une pièce de théâtre, à faire un panneau, à monter une cabane, à observer des adolescents, rédiger un texte ensemble, etc. Et ce que j'ai vu, c'est que spontanément, c'est pas la coopération qui l'emporte. Spontanément, c'est pas la réduction des inégalités qui l'emporte. Ce qui l'emporte, c'est la division du travail. Ce qui l'emporte, c'est que quand il y a un panneau à faire, celui qui sait écrire, écrit, celui qui sait dessiner, dessine, et celui qui sait ni dessiner ni écrire ne fait rien, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Et si le panneau était raté, la note serait moins bonne, parce qu'on évalue le résultat au lieu d'évaluer la démarche et les acquisitions. Et ça me paraît extrêmement important d'y être attentif. L'éducation n'est pas le lieu de la production. C'est pas le lieu où l'éducateur est gratifié narcissiquement par la qualité des produits de ses élèves, si la qualité de ces produits est obtenue au prix d'une division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Hein? D'autant plus que s'il y a cette division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs, les élèves vont l'intérioriser. Et à force d'être dans la classe et dans le travail de groupe, celui qui chôme tout le temps, ils vont se dire qu'ils sont condamnés à chômer. Alors que celui qui est le concepteur se dira qu'il est destiné à être le chef. Et donc là, nous rejoignons une des images fortes de l'éducation nouvelle. Je pense à Anton Makarenko, qu'on met parfois dans l'éducation nouvelle, parfois non. Enfin, il y a débat sur cette question. Et Anton Makarenko, qui est un de ceux qui a le mieux compris et perçu cela, puisque l'essentiel de ces travaux de groupe était organisé sur la rotation des tâches. En particulier, j'ai publié récemment tout un travail fait par mon collègue Jean Le Gall de l'ICEM autour des propositions de Makarenko sur ce qu'il appelle le président d'un jour. C'est-à-dire comment chacun à son tour doit présider la journée et comment nul ne peut y échapper pour que chacun explore à son tour tous les rôles. Ça, c'est extrêmement important en pédagogie. Ne nous satisfaisons pas d'un groupe dans lequel les bons travaillent, les moyens s'activent et les mauvais ne font rien,
mais donnons systématiquement à chacun la possibilité d'explorer des nouvelles responsabilités et de nouveaux savoirs. Je conclurai en disant, j'avais dit 3 mots, un avant-propos, fragilité. Nous sommes fragiles. Notre civilisation est fragile. Déjà, Paul Valéry, en 18, disait « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels ». Nous le savons encore plus aujourd'hui. Et nous autres démocraties savons aussi que nous sommes mortels. Ce que nous voyons monter avec le populisme nous montre que nous ne sommes pas certains, à coup sûr, que les démocraties survivent encore partout là où elles sont installées, indépendamment de l'investissement éducatif de ceux qui militent pour cela. Nous sommes fragiles. Face à la fragilité, il n'y a que la solidarité. Et pour activer la solidarité, il nous faut de l'inventivité. L'inventivité que nous avons essayé modestement de mettre en œuvre aujourd'hui. Alors oui, je le disais, il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut un village solidaire, un village, une ville solidaire, un village exemplaire parce que les adultes aussi sont des repères et ils doivent s'assumer comme tels. Un village démocratique parce que on n'éduquera pas à la démocratie si nous-mêmes nous en exonérons. Alors le travail est compliqué, il est difficile, mais on va y arriver parce que l'enjeu est essentiel, parce que nos démocraties, vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez donné les mots là, sont aujourd'hui, sinon mises en danger, du moins fragilisées, et qu'elles ont besoin, comme le disait déjà Ferdinand Buisson, nos démocraties modernes ont besoin d'une éducation à la démocratie, qui soit une éducation à la solidarité et qui soit une éducation où chacun apprend à penser et apprend à s'allier avec autrui pour construire le bien commun. Voilà. Il y a du travail, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, mais pour vous aider, il y a des institutions, il y a des familles qui bossent, il y a des associations où vous pouvez vous engager, il y a des écoles qui font des super projets, vous avez vous-même émis une multitude de suggestions. Donc, je ne peux que vous dire bon courage, bon travail, on se retrousse les manches, on y va et on va y arriver. Voilà. Merci.